Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. Voici les titres de cette édition. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains donneront le 24 octobre le top départ de la 8e édition du sommet Paix et Sécurité à Dakar. Crise, sécurité et instabilité sont en tête de l'ordre du jour de cette grande messe africaine. Au Brésil, Lula da Silva et Jair Bolsonaro sont au coude à coude dans les sondages pour le deuxième tour de la présidentielle. Un scrutin qui intervient dans un pays polarisé où l'extrême droite gagne du terrain depuis plusieurs années. Bonjour et bienvenue à tous. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains se retrouvent donc les 24-25 octobre à Dakar pour le sommet Paix et Sécurité. L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté sera donc le thème de la 8e édition de cette grande messe annuelle. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour ce premier sujet, tout d'abord Cyril Payen, notre grand reporter à France 24. Bonjour Cyril. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous. Et Wassim Nasr, bonjour. Vous êtes journaliste et spécialiste des mouvements djihadistes à la rédaction de France 24. Je commence tout d'abord avec vous Cyril. L'Afrique a l'épreuve des chocs exogènes. C'est ce qu'on retrouve dans le thème. On parle ici de crise mondiale. Toutes les crises mondiales en fait qui impactent aujourd'hui justement la vie des Africains. On a parlé de la pandémie Covid-19 mais aussi la guerre russo-ukrainienne. Oui, on voit bien qu'à l'heure de la mondialisation, on peut se poser de véritables questions structurelles sur la position de la Chine. Ce forum a été créé il y a quelques années comme étant une agora de coopération opérationnelle pour que les gens se parlent, pour essayer de trouver des solutions structurelles. Donc les défis, on les a vus à l'heure de la mondialisation, vous le disiez parfaitement Aziza, avec la question de la pandémie. On avait parlé d'apocalypse africain après que l'Europe, l'Occident soit replié sur elle-même. Ça n'a pas été le cas. On a vu une formidable résilience. C'est sans doute ce genre de question de résilience, de comment l'Afrique fait face à des défis de la mondialisation, de la modernité, qui vont être mis sur la table pendant ces forums. Mais sur la question de l'intitulé même de ce forum cette année est extrêmement intéressant, puisqu'on parle de sécurité, vous le disiez, d'instabilité. On est exactement dans le sujet. En l'occurrence, au moment où on parle, je pense par exemple à ce qui se passe aux événements au Tchad, à N'Djamena, qui est un des grands alliés, on le sait, de la France, et où il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui vacille. Et on peut continuer sous la sous-région les coups d'État à répétition au Burkina Faso, Mali, où tout est extrêmement flottant et vacillant. Donc ce sont des forums extrêmement importants dans la mesure où on va se parler, se remonter les manches. Et on voit bien que la résilience, souvent en Afrique, sur les questions climatiques, sanitaires, migratoires, ce ne sont pas uniquement des mots. Il y a une manière aussi où il faut se remonter les manches tous ensemble. Donc c'est sans doute ça qui est au menu de ce nouveau forum. Oui, effectivement. En fait, on parle de résilience régionale dans ce forum et on parle d'ailleurs de souveraineté. On a l'impression que la question justement des défis qui viennent aussi des puissances étrangères est une question qui se pose aujourd'hui, que ce soit la France, l'Europe, les États-Unis, la Russie ou même la Chine. La Russie et la Chine, effectivement, la France ou les États-Unis, puisque c'est un secret de polichinelle qu'il y a une guerre ouverte, qu'elle soit une guerre frontale, comme on le voit dans certains pays, j'imagine qu'on y reviendra avec Wassim, mais aussi une guerre informationnelle, où il y a les défis, c'est simplement, doit-on décoloniser, passer de quelqu'un qu'on accuse d'être un État souverain qui a mal décolonisé pour être recolonisé par un autre. Je pense évidemment dans certains cas de certains pays à la France qui est mis au banc par la Russie, où il y a une véritable guerre de souveraineté, enfin en tout cas d'influence. Donc la question c'est: que pensent les populations locales de cette question? Est-ce que c'est une question, encore une fois, d'influence? Vers quelle direction va-t-on? Je veux pour preuve que, parlons par exemple du Mali, où l'on sait que même nos médias sont visés, puisqu'on est accusé d'être... je rappelle que le signal de RFI de France 24 a été coupé depuis plusieurs mois, il n'y a plus d'ambassadeur de France. On est dans une question de souveraineté et de guerre informationnelle avec la Russie qui, sans l'avouer, nous pousse dehors. Mais quel est l'avis vraiment de la population malienne, au fond, par rapport à quelques personnes qui sont très influentes à Bamako, la capitale? Sur le plan ensemble, c'est extrêmement difficile de répondre à ces questions. Alors c'est sans doute ce genre de sujet qui seront traités. Alors on parle aussi de paix et sécurité. Donc forcément la question de la situation au Sahel sera à l'ordre du jour. Écoutons tout d'abord un extrait de l'interview de notre collègue Marc Perlman avec l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Le terrorisme continue à se développer dans la région. Il prend de l'ampleur et il élargit d'ailleurs, il déplace ses frontières vers d'autres pays. Des coups d'État, série de coups d'État au Mali,
2 fois pratiquement. Au Burkina, la même chose. Les anciens fondateurs aussi du G5 ont tous disparu. Oui, ils sont en train de gagner du terrain. C'est parce que avant, c'était l'épicentre du terrorisme était le nord du Mali, mais il est en train de descendre vers le sud. L'intervention de l'armée française a été efficace au départ, mais il n'a pas été continue parce que c'est finalement terminé en queue de poisson. Bon, l'intervention était une intervention de l'armée française. C'était le pouvoir peut-être français à l'époque qui a poussé vers des négociations, mais négocier avec des terroristes à l'origine, avec des trafiquants de drogue à l'origine. C'est ça le problème. Et ce sont des gens qui ont muté de trafiquants de drogue à terroristes et de terroristes à groupes politiques. Wassim, aujourd'hui, clairement, l'instabilité politique et la situation sécuritaire compliquent cette situation au Sahel. J'ai envie de dire que ça va de pair. Évidemment. Donc on a une situation sécuritaire qui se dégrade avec les mouvements djihadistes qui élargissent leur empreinte donc du Nord Mali vers le centre, puis vers le Burkina, vers le Togo, vers le Bénin. L'État islamique a revendiqué des attaques au Bénin, 3 attaques dernièrement. Et on voit, quand on regarde par exemple le Mali dont on parlait, qu'il y a un effort militaire des autorités maliennes dans le centre, mais les djihadistes, donc d'Al-Qaïda, se développent à la frontière avec le Burkina, avec la Côte d'Ivoire, et visent la frontière avec le Sénégal, donc l'encerclement de fait de Bamako. Et dans ces régions-là, il n'y a pas d'effort militaire pour contrer les djihadistes. Donc ça va de pair, parce que dès qu'il y a des unités qui sont plus ou moins à même de combattre, formées pour combattre les mouvements djihadistes, ce sont finalement ces mêmes unités qui finissent par faire des coups d'État pour des raisons multiples, et surtout pour l'exaspération que cet échec de la guerre contre le terrorisme, qui est une guerre quand même contre un monde opératoire, parce qu'il faut reconnaître que les gens en face ont un projet politique. Ce n'est pas juste un projet terroriste, c'est un projet djihadiste, un projet politique qui use du terrorisme. Donc ça, tant que ça n'est pas assimilé, évidemment, ça va passer d'échec en échec. Et même l'engagement de Barkhane pendant presque 10 ans a abouti à des résultats, on va dire, tactiques sur le terrain, mais au niveau stratégique, les mouvements djihadistes continuent de proliférer, de 1, et de 2, ce n'est pas des acteurs comme les acteurs dont on parlait qui se greffent aujourd'hui à la situation, comme par exemple les Russes avec Wagner au Mali, qui vont trouver des solutions plus à même de mettre un terme à ce problème, avec beaucoup moins de moyens, on va dire, que les armées françaises, plus les armées africaines et les armées locales qui étaient engagées dans ce combat. Alors, justement, en termes de réponse, on parle beaucoup de cette résilience africaine régionale, et pourtant, on le voit par exemple avec le G5 Sahel, il s'agit là donc d'une force militaire conjointe. On voit que l'Afrique peine à avoir cette unité d'action. Le G5 Sahel, c'était une tentative, on va dire, de faire travailler toutes les armées, tous les états-majors, en tout cas, des armées africaines pour qu'ils puissent travailler ensemble. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc tout ça coordonné, on va dire, par les armées françaises. Bon, ça a ses limites. Et maintenant, on revient, on va dire, à un modèle plus classique qui est les relations bilatérales. Et ça se décline bien, on va dire, au Niger, où le Niger a des relations évidemment avec la France. Les armées françaises aident l'armée au Niger pour contrer les djihadistes à la frontière avec le Mali, mais ça n'empêche pas le Niger de collaborer avec les Américains qui ont des drones au Niger, de beaucoup travailler, comme dernièrement, avec les Allemands. Il y a eu des délégations qui font le voyage vers Berlin et vice-versa, et des collaborations bilatérales. Donc on va vers ce modèle-là pour essayer de simplifier les choses, parce que déjà d'emblée les états-majors africains n'arrivaient pas à travailler en bilatéral, donc c'était beaucoup plus difficile de les faire travailler à un niveau plus élaboré, mais en tout cas c'était l'ambition. Bon, ça n'a pas marché, on revient à un modèle beaucoup plus simple, sans oublier une chose très importante. Donc il y a eu ce problème par exemple avec le Burkina sous Damiba, c'est qu'il y avait une collaboration à la demande, on va dire, avec la France, mais les demandes souvent venaient trop tard, et quand elles venaient à temps, c'était pas suffisant. Par exemple, dernier exemple en date qui a causé le surcoup d'État, ou le deuxième coup d'État, c'est l'attaque du convoi à Djibo. L'armée française a été appelée à l'aide, mais trop tard. Donc elle est arrivée, ils ont pu détruire une moto ou deux, pour la forme, on va dire, des djihadistes, mais les dégâts ont été déjà faits. Donc il y a encore aujourd'hui cette réticence à faire appel à l'armée française. Et quand on fait appel à l'armée française, c'est déjà trop tard. Et quand on fait trop appel à l'armée française, ça risque de dire, voilà, même de causer, la question de souveraineté, et même de causer des coups d'État. On a vu le surcoup, ou le deuxième coup au Burkina, qui rappelle ce qui s'est passé au Mali, même si on n'est pas encore dans la même équation, donc du rejet
totale, on va dire, de la présence française et de la France. Cyril, les pays africains parlent donc de plus d'indépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Mais on l'a vu par exemple récemment par rapport à la Russie. On nous a annoncé la deuxième édition, deuxième sommet Russie-Afrique qui pourrait avoir lieu en juillet de l'année prochaine. Alors qu'il y a une guerre aujourd'hui avec l'Ukraine. Comment est-ce que les pays africains, justement, jaugent un peu ces relations avec les puissances étrangères, même si, encore une fois, je sais que l'Afrique n'est pas un bloc monolithique qui décide de la même manière et qui a une unité de pensée. Et qu'il n'y a pas nécessairement d'unité de pensée dans les pays. Également, on en revient aussi à l'influence des capitales, à l'influence des gens qu'on entend et qui ne sont pas nécessairement la majorité. Mais c'est sans doute l'épitaphe de cette période assez difficile de cette région de l'Afrique, puisqu'on parle surtout de la sous-région. C'est-à-dire que c'est une sorte de croisée de chemin où l'Afrique va devoir décider si elle vit sous influence, en changeant d'une influence à une autre, avec qui elle veut le faire et quels vont être les éléments d'aide ou pas ou de soutien. Le sommet, effectivement, Russie-Afrique, n'est qu'une sorte d'effet miroir d'autres sommets qui ont été faits et qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce forum qui s'ouvre. Mais c'est certainement un virage extrêmement important pour des centaines de millions d'Africains qui habitent ces régions, encore une fois, pour des défis d'ordre climatique, sanitaire, migratoire évidemment, et que la vraie question c'est ce que doivent décider, comment vont se prendre en main des populations, et que là où le bas blesse, c'est que quand on n'est pas servi par des pouvoirs démocratiques, c'est extrêmement difficile de se faire entendre et d'avoir une voix. Mais c'est certainement un moment extrêmement important dans le destin d'une grande partie de l'Afrique. Merci beaucoup, Cyril Payen. Merci Wassim Nasr aussi d'avoir été avec nous. Restez en place, on revient juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie de Demain à la Une. À tout de suite.